Bonjour à tous. Je suis supposé être le chercheur de service. Donc effectivement, vous savez, nous sommes considérés comme étant des experts des contenus, puisqu'on fait des productions, des publications, etc. Et sans doute que c'est pour cela que nous faisons des conférences longues, casse-pieds de préférence, pleines de références, de jargon. Bon, il est encore temps de partir, si vous voulez. En fait, souvent, on fait comme si, quand on publie quelque chose, ça devait être c'est quelque chose qui, effectivement, devait suffire à mettre en évidence la puissance, la qualité de l'auteur, vous savez. En réalité, on oublie de parler de tous les réseaux, puisque c'est des communautés de recherche. On oublie aussi de parler des influences que l'on a, et vous verrez que tous ces termes vont revenir dans ma présentation. Et puis on ignore en réalité à quel point un bon contenu, une bonne recherche, un bon article, ça finit par vivre de sa propre vie. Et ce terme-là, je vais le réutiliser aussi quand on va parler de contenu, exactement de la même façon pour toutes les stratégies marketing qu'on peut avoir. Effectivement, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire comprendre à quel point ce n'est pas seulement une mode marketing, comme il y en a quand même assez régulièrement, mais qu'il y a quelque chose qui touche à un changement d'époque à travers cette idée de l'inbound marketing et de l'importance du contenu. C'est une époque, ce que j'appelle une époque de quantification, une nouvelle époque de quantification, du coup une nouvelle époque de sciences sociales aussi et de marketing research. Et c'est important de vous faire comprendre, j'espère arriver à vous faire comprendre que nous ne sommes pas dans un petit coin, dans une petite niche et dans une petite idée, mais seulement en réalité dans une vraie transformation importante. Alors, la première époque dont je veux parler, eh bien, vous la connaissez évidemment, vous y avez été sans doute formés les uns et les autres, c'est celle des segmentations de marché, où on découpe, on classifie, on catégorise, on produit des clusters qui sont sociodémographiques, comme ici, mais qui peuvent être aussi plus poétiques ou plus comportementaux, d'une certaine façon. Mais en réalité, quelles sont les conditions de possibilité de tout cela? Comment est-ce que tout cela a été possible et comment tout ce travail de segmentation, qui continue à fonctionner, qu'on fait tous les jours, effectivement, comment est-il possible? Eh bien, je lance ma machine à remonter le temps. Bon, là, elle est peut-être remontée un peu loin, mais vous voyez, elle est remontée en 1890. Et c'est cette date que je prendrai comme marqueur de la première époque de quantification, qui, en réalité, fait référence à la machine de Hollerith. C'est quelque chose, une histoire que vous connaissez peut-être, puisqu'en 1890, le recensement américain de 1880 n'était pas encore terminé, et il a donc fallu faire appel il y a eu un appel, le Bureau of Census a lancé un appel d'offres pour obtenir des offres de machines qui permettraient d'avancer plus rapidement dans le traitement quantitatif de toutes ces données. Et c'est Hollerith qui avait déjà déposé un brevet, qui a répondu effectivement avec sa machine mécanographique, avec des cartes perforées. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous donner cette petite nostalgie pour les plus âgés, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Donc voilà. Et ces machines, je vous le signale quand même, sont quand même devenues IBM en 1924. Alors pourquoi est-ce que cette date est importante ? En réalité, c'est le moment que je considère comme un moment clé où la quantification de la société a commencé de façon industrielle. Et vous savez que IBM ensuite a vendu ces machines à tous les gouvernements, à toutes les villes notamment aussi, mais dans tout le monde occidental d'abord et un peu partout ensuite, et tout cela pendant quasiment un siècle. Donc ce n'est pas rien, c'est quelque chose qui a forgé notre façon de penser et de gouverner à la fois la totalité qu'on appelait effectivement cette société. Pourquoi ? Parce que c'était l'occasion d'obtenir une image exhaustive. On avait enfin la possibilité d'obtenir une image exhaustive de la société. Certes, on pouvait parler de la société avant avec divers types d'enquêtes, mais là, on avait la société. Et tout cela, c'est une condition élémentaire pour tous les calculs que nous continuons à faire de segmentation. Par exemple, eh bien, c'est quelque chose qui repose en arrière-plan sur l'idée que nous avons une forme de quantification de toute cette société. Alors, voici un petit peu comment je résume cette quantification. Vous verrez que je fais un usage abusif des tableaux, je le sais, et donc vous aurez, mais ça peut aider à résumer visuellement l'organisation de ma pensée, et ça peut vous donner des repères un peu plus clairs de ce point de vue.
La première génération, effectivement, eh bien, elle est bâtie sur ces recensements, elle produit de l'exhaustivité, et vous voyez bien que ce sont les États qui sont les ordonnateurs, y compris les financeurs d'ailleurs de cette opération, et les acteurs opérationnels, eh bien, ce sont des instituts nationaux de statistiques qui se créent partout dans le monde au début du XXe siècle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le moment où émerge justement une théorie de la société en même temps, c'est-à-dire une théorie de la société qui est créée par Durkheim. Je ne dis pas qu'il y a un rapport de causalité entre l'un et l'autre, entre les deux processus, mais il se trouve qu'au même moment, eh bien, Durkheim il produit une forme de théorie de la société. Tout ce qui va être construit et que nous continuons à utiliser comme des individus que nous classifions, eh bien, en réalité, ils sont, dans cette théorie, supposés agis par la société, justement. Et donc les thèmes qui étaient à l'époque ceux de Durkheim, c'était la division du travail, l'État-providence, qui était le problème clé de toute cette époque, et en réalité, c'est la société comme structure qui se trouve agissante. Tout ce que nous utilisons comme les catégories sociodémographiques en général, les CSP puis les PCS, et tous les raffinements que l'on peut trouver en segments, eh bien, effectivement, c'est quelque chose que nous continuons à bâtir sur cette idée qu'il y a une forme d'influence, mais lourde, des structures sur nos comportements, et c'est pour ça qu'on peut se permettre de regrouper des individus dans des catégories comme cela. Alors évidemment, cette segmentation-là, elle repose aussi sur des CRM, et puis elle relève en fin de compte d'une forme de ciblage, une forme de balistique où on vise des publics, des groupes qu'on a identifiés, dans lesquels on agrège de façon sommaire, certes, quelquefois, mais au bout du compte, on a réussi à travailler avec ça jusqu'ici. Et en réalité, je pense qu'on a affaire là à des ondes longues, ce n'est pas quelque chose, une structure sociale, ça ne change pas toutes les semaines, et heureusement, parce que sinon, il faudrait changer de stratégie toutes les semaines aussi. Et en réalité, on a quelque chose d'un peu plus long, et on voit bien qu'il y a des phénomènes de longueur d'onde assez longues qui vont créer des effets de structure. Alors ça, c'est cette première génération. La deuxième génération, en réalité, elle intervient une quarantaine d'années plus tard, et c'est celle qui nous permet de passer de la mesure d'audience à l'opinion publique. Et en réalité, ce qu'il faut bien noter, c'est que tout cela vient aussi d'une condition technique un peu particulière, c'est le rôle de la radio. La radio, effectivement, c'est le premier mass média qui, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des médias avant, puisqu'il y avait des journaux, effectivement, mais la radio, c'est celle qui va unifier des audiences à un niveau national, c'est vrai notamment pour les États-Unis, mais c'est valable ailleurs aussi, et tout cela, ça naît en 1920, et ça se développe, y compris avec la publicité très très vite, et c'est quelque chose qui, dans les années 30, fait l'objet aussi de mesures d'audience du côté de Gallup et de Lazarsfeld, de façon séparée d'ailleurs, l'un étant plus opérationnel et business, et l'autre étant plus académique. Et des deux côtés, ils ont étudié ces médias, y compris dans les médias classiques, des journaux ou des revues même qu'ils pouvaient calculer. Et en réalité, c'est à partir de cela qu'ils ont construit leur idée d'une opinion publique, et ils l'ont étendue effectivement aux campagnes électorales avec ce coup de maître qui fut celui de Gallup en 1936, quand il prédit la victoire de Roosevelt contre toutes les autres méthodes qui n'avaient pas du tout anticipé cela. Donc c'est là où il y a un coup qui évidemment n'a pas suffi pour que tout cela gagne et finisse par convaincre l'ensemble d'une société qu'il existe quelque chose comme de l'opinion, mais pour y parvenir, comment a-t-il réussi à monter tout cela? Eh bien, il a fallu notamment ce basculement en mathématiques et en statistiques, qui était effectivement le principe de l'échantillonnage, le sampling. Ça vous paraît tout à fait ordinaire et banal maintenant, mais je vous rappelle quand même que ce n'était pas du tout reconnu. Il a fallu un certain temps pour que ce soit reconnu par les statisticiens eux-mêmes, et pas seulement à l'extérieur. Il a fallu que les probabilités soient construites, même si depuis c'était quelque chose qui effectivement était déjà existé depuis assez longtemps, mais en réalité c'est depuis le moment où surtout Bowley a dit effectivement il y a une erreur probable et on peut la tolérer, on peut l'admettre, et avec Neyman on pouvait construire des intervalles de confiance. Tout cela, ce sont les conditions qu'il a fallu construire pour produire quoi? Pour produire de la représentativité. Alors évidemment, vous voyez bien qu'elle suppose cette exhaustivité, et puis après de la représentativité. Vous voyez bien qu'on est en train de manipuler des entités différentes. Il suffit d'avoir ce petit échantillon pour parler au nom de la société, certes, mais surtout au nom d'autre chose, au nom de l'opinion que toutes ces expressions individuelles constituent par leur assemblage, par leur agrégation réalisée par les sondages. Et donc c'est l'émergence des instituts de sondage, effectivement, à ce moment-là.
Donc cette opinion publique, effectivement, elle finit par exister, elle finit maintenant par être considérée comme allant de soi, pas seulement chez les professionnels, mais dans le grand public, puisqu'après tout, elle a été bien construite, ça a mis du temps, et c'est encore contesté, bien entendu, toutes les méthodes de sondage, mais on finit par considérer qu'après tout, il y a bien quelque chose comme de l'opinion publique. En réalité, il est assez facile de démonter toutes les procédures, mais quand on réussit à faire quelque chose qui donne un accès et qui fait exister quelque chose comme ça, il faut aussi l'admettre et considérer qu'il y a là un nouvel âge de quantification qui a un statut à part et qui nous permet d'accéder à des expressions individuelles en les agrégeant d'une façon particulière. Et vous connaissez ça, bien entendu, c'est grâce au téléphone, aux réseaux numériques, aux bases de données, etc. On peut donc multiplier ces opérations. Là, on repose à chaque fois sur des préférences exprimées qui vont être agrégées en opinion publique, qui donc va être différente de la société, parce que ce n'est pas du tout les mêmes sources. Les unes reposent sur des registres, etc. Là, elles reposent sur des expressions individuelles qui sont collectées à travers ce type de dispositif éventuellement. Donc on est dans une deuxième génération qui, par analogie, va effectivement avoir les mêmes principes de fonctionnement, mais qui alignent donc les mêmes médiations. À travers le sondage, eh bien, on obtient de la représentativité et on s'appuie là, on voit bien, non plus sur les États, mais sur les masses médias en général, même si en arrière-plan, vous savez bien qu'il y a la publicité qui finance aussi ces masses médias et qui est un enjeu important puisque les études de marketing émergent aussi au même moment. Et donc, on a des instituts de sondage qui ne sont pas tout à fait la même chose. De fait, toute cette opération-là va créer une forme de nouvelle entité agissante qui est l'opinion publique. Est-ce que ça invalide ce qui s'est passé auparavant? Est-ce que ça invalide la puissance et la force d'agir, la puissance d'agir ce qu'on appelle une agency dans nos terminologies un peu savantes, de la structure sociale? Non, évidemment, mais c'est autre chose, on accède à autre chose, à d'autres types de phénomènes. Et ces types de phénomènes, effectivement, ils ont une longueur d'onde un peu différente. Ils reposent avant tout sur ces préférences individuelles, sur ces choix, ces stratégies. Évidemment, les formes sémiotiques sont différentes. Vous savez bien qu'on a des diagrammes, par exemple, des choses comme cela. Et les questions qui sont posées à l'époque, s'il y a eu tout ce travail de fait sur les questions d'opinion, c'est aussi parce qu'on avait, dans les années 30, vous comprenez bien, un souci réel sur les questions de propagande, d'enjeux des médias et d'influence qu'ils pouvaient avoir. Donc, toutes ces questions-là ont évolué, en réalité, dans les opérations que l'on connaît bien, en classant des groupes qui vont être aussi, à partir d'analyses fonctionnelles de correspondance ou d'autres, à partir de n'importe quel item, on peut arriver à faire des groupes qui collectent les expressions des individus, non plus sur la base seulement de leurs propriétés socio-démographiques, mais aussi sur des expressions et des attitudes qui vont devenir donc cruciales pour constituer des cibles éventuellement, mais on n'est plus tout à fait dans les mêmes stratégies. Vous avez connu peut-être pour les plus anciens aussi cette époque des sociostyles d'une certaine époque qui était aussi en vogue et qui, sous des formes différentes, est encore présente assez fréquemment dans les expressions. On peut trouver une trace de cela aussi dans le Consumer Journey, dans tout ce qui est lié à une étude plus fine des parcours individuels dans la relation à une marque. On voit effectivement l'évolution de l'attitude, on peut suivre l'évolution de l'attitude du consommateur, depuis l'awareness jusqu'à l'advocacy, et ce sont ces choix individuels, ces points de contact avec les marques qui deviennent clés. Donc vous voyez qu'à chaque fois, là, on a glissé d'une totalité qui agissait, c'était donc la structure, effectivement, et on a glissé à quelque chose d'autre, ce sont les tendances, ce sont en réalité les profils, les choix individuels, pardon, pas les profils, les choix individuels qui sont faits. Et bien là, on se retrouve effectivement avec une focalisation sur des tendances et avec des méthodologies que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, et notamment cette focalisation sur les influentials, sur ceux qui vont être capables de précisément faire circuler et de traduire dans leurs préférences, d'avoir un effet sur le reste des consommateurs notamment. Donc les méthodes qu'on emploie à ce moment-là ne sont pas les mêmes. Il y a une quantité de méthodes pour cela, et on traite en réalité d'autres choses. On est en train de traiter que la segmentation. On est en train de traiter autre chose. On est en train de traiter des processus d'influence. On est en train de faire attention à des cycles qui ont une longueur d'onde plus courte, qui reviennent avec les modes, qui reviennent avec les cycles de vie des produits, avec les élections y compris. Donc tous ces éléments-là sont d'une autre génération. Ça n'invalide pas, encore une fois, ce qui a été dit auparavant.
Et ça permet d'avoir, en revanche, des approches différentes qu'on a tendance quelquefois à confondre ou à agréger trop vite. En réalité, c'est le point important que je voudrais faire. Pour la troisième génération qui vient, nous sommes entrés dans une autre époque qu'il convient de ne pas confondre avec les précédentes ou de ne pas penser qu'on peut tout assembler tout de suite, très vite, et on va avoir la totalité du monde sous la main. Eh bien non, on a des approches différentes, on a des méthodes spécifiques, et c'est de ce point de vue qu'il faut être un peu, de faire son deuil quelquefois de cette idée de l'explication totale. C'est vrai pour les chercheurs, c'est sans doute vrai aussi pour ceux qui sont aux commandes des stratégies marketing, où on voudrait avoir cette totalité. Ben non, on est obligé d'y entrer par des angles différents, et c'est après tout comme cela qu'on définit des stratégies diverses, il faut bien l'admettre. Donc ces deux générations précédentes, elles se trouvent elles-mêmes amplifiées par le numérique. Je dis souvent amplifiées plutôt que révolution numérique. Le numérique amplifie tout, si vous voulez. Il amplifie tout, et puis au bout du compte, il y en a qui sont plus amplifiés que d'autres, quoi. Et finalement, il y en a qui prennent une place inédite. C'est le cas de cette troisième génération. Celle-ci, effectivement, émerge avec le numérique à un niveau de visibilité qu'on ignorait complètement jusqu'ici. Et c'est ce que j'appelle, c'est tout ce que l'on voit à travers les mesures, notamment de ce tweet per second. On est là dans une vibration collective, ici c'est la mort de Ben Laden, et nous sommes pris dans cette dynamique, ce que j'appelle des réplications à haute fréquence, qui sont générées par les réseaux sociaux notamment. Donc il y a un dispositif technique particulier, ce ne sont plus le recensement, ce n'est plus la radio, mais ce sont les réseaux sociaux qui nous font vivre une autre ère de quantification, une autre ère de perception de notre propre vie collective, et c'est ce que j'appelle effectivement les réplications, ce qui est un peu plus sophistiqué pour essayer de penser les vibrations elles-mêmes que nous pouvons ressentir. Nous sommes de fait des sismographes, nous vibrons ensemble. Et nos vibreurs, d'ailleurs, sont tout à fait significatifs de tout cela. Ces alertes permanentes, ces notifications que nous recevons, eh bien, cela aide aussi à générer ces répliques, à transférer, à nous mettre sous l'influence de contenus qui circulent. Et vous voyez où je veux commencer à en venir. Nous avons effectivement les outils pour mesurer tout cela. C'est cela qui est intéressant. Auparavant, ça existait, il y avait des rumeurs, il y avait un certain nombre de conversations, comme on disait. Mais qui pouvait les mesurer ? Personne. Actuellement, nous avons désormais les outils pour mesurer tout cela, notamment Twitter, qui est de ce point de vue excellent et qui sert aussi à cela. Un outil que nous utilisons, par exemple, je suis en train d'en développer moi un identique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'EPFL, eh bien, ce sont des meme trackers. Des meme trackers, eh bien, ça permet de suivre en temps réel des réplications, un même contenu qui est repris, répété, transféré, modifié. Ici, ce sont les citations pendant la campagne électorale de Obama, et comment il va se transporter de compte en compte, de blog aux médias, en passant par les réseaux sociaux, etc. Donc là, on a effectivement ces effets de vibration collective où on trace des contenus qui circulent, précisément. De la même façon, quand on traite des mèmes, eh bien, on est dans cette configuration où on voit ici comment certains mèmes génèrent des bursts, ce qu'on appelle des bursts, des cascades, et puis aussi, quelquefois, comment il peut y avoir des retours. Et ça, voilà un mème absolument désopilant. How to be skinny. Notice that your body is covered with skin. Say, wow, I'm skinny. Congratulations, you're now skinny. Bon, ce qui fait rire des millions de personnes, évidemment, et c'est amusant, c'est vrai, mais alors le problème, c'est que ça a un effet absolument extraordinaire de propagation, qui est un cas d'école, si vous voulez, qui est étudié par des gens comme Shen, Adamik, Leskovec et Kleinberg. Il se trouve que, comme par hasard, Adamik est à Facebook, et c'est étudié sur des dizaines de millions de posts Facebook, ce que beaucoup de gens n'ont pas les moyens de faire, vous vous en doutez. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement aussi la possibilité que tous ces patterns de réplication, on peut les suivre aussi sur des features d'une certaine entité. Ici sur l'iPad, eh bien, on peut s'appliquer à des features spécifiquement, et pas seulement à l'analyse d'un réseau qui favoriserait la propagation, ou à des influentials, qui seraient des nœuds clés dans la propagation. Ce sont les features aussi des contenus qu'on peut analyser pour comprendre pourquoi ceux-là ont une capacité à circuler plus que d'autres. Vous voyez ? Alors c'est le cas qu'on peut trouver effectivement dans les avis de consommateurs que l'on fait en opinion mining et en sentiment analysis, et on peut du coup s'en servir pour comprendre comment ça se propage, comment ça aide éventuellement à modifier la stratégie produit. Ça c'est très utile, et tout cela en réalité souvent est agrégé dans des indicateurs plus larges qu'on appelle effectivement des indicateurs de réputation,
qui n'est pas à la mesure de l'opinion, je le précise, parce que l'opinion, précisément, elle est construite à partir des expressions dans des systèmes de sondage, ce n'est pas la même chose. Ici, nous sommes dans des situations où on mesure la réputation à partir d'indicateurs divers. Le calcul, donc la quantification, désormais, là, va se faire à la volée, à haute fréquence d'ailleurs, et en agrégeant de nouvelles conditions, de nouvelles conventions, pardon, mais des conventions qui ne sont pas très stables. Donc c'est pour ça qu'on a un peu cette prolifération de mesures qui fait que tout le monde est un peu perdu et qu'on vend souvent. J'ai écrit un bouquin entier sur l'opinion mining et le sentiment analysis. On se rend compte qu'en réalité, on vous vend beaucoup de bullshit, pour le dire poliment. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un petit peu le problème. On a du mal à c'est comme les sondages, si vous voulez, au début. Maintenant, ça a mis très longtemps à se stabiliser. On est encore très loin d'une stabilisation des conventions pour savoir exactement ce qu'on mesure en faisant cela. Mais on sait qu'on exploite des traces et non plus des expressions, même si dans les traces, il y a des commentaires, il y a des choses qui sont linguistiquement utilisables. Alors donc, cette troisième génération, qu'est-ce qu'elle introduit? Elle introduit en réalité une autre qualité des données. On parlait jusqu'ici d'exhaustivité et de représentativité. Et bien désormais, on va parler de traçabilité. De traçabilité qui suppose un certain nombre de conditions à réunir pour qu'elle soit qualitative. Mais du coup, il faut bien admettre aussi qu'on a un peu perdu l'exhaustivité. Est-ce que l'on sait qu'est-ce que c'est que tout le web? Non. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on sait quelle est la représentativité des comptes que l'on suit sur Twitter? Non, on ne le sait pas. On peut toujours essayer de retrouver ça. Il y a des collègues qui passent leur temps à essayer de reconstruire ça, mais en réalité, c'est quand même un autre monde de quantification, une autre histoire, et il faut l'admettre, on gagne quelque chose, mais on perd autre chose. Ce qui veut dire qu'il faut effectivement reprendre chaque génération et chaque méthode pour ce qu'elle vaut, et non pas prétendre tout assembler trop vite. Vous voyez bien qu'ici, les conditions de financement ont totalement changé, puisqu'on se retrouve désormais avec des marques qui sont aux commandes, puisque tout l'Internet dépend de la publicité qui les finance. Et donc, c'est très, très important de comprendre à quel point nous avons changé, là aussi, de génération. Ce ne sont plus les États ni les médias, ce sont les marques qui sont au cœur même, à la manœuvre, pour générer ces traces. Et évidemment, à travers quoi? À travers les plateformes, les grandes plateformes. Et donc ça, c'est très très important. C'est quelque chose qui change complètement la façon dont la quantification elle-même est restituée aussi aux acteurs eux-mêmes, en l'occurrence nous-mêmes, individus. Nous ne recevons pas un feedback du même type que quand nous avons un recensement ou quand nous avons des sondages qui disent « les Français pensent que ». Voilà, là, c'est plus tout à fait la même chose. Alors évidemment, dans ce cadre-là, il y a dans ce pouvoir d'agir des réplications, puisque c'est cette spécificité sur laquelle j'insiste pour cette génération, il y a des fondateurs. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ces fondateurs, en réalité, ils ne pensaient pas avoir créé cela, mais en réalité, ils travaillaient sur la scientométrie avec l'analyse des citations. Et c'est ce principe des citations, de circulation des contenus et de références collectives qui, en réalité, peut expliquer, y compris qui explique d'ailleurs l'algo de Google en tant que tel, il est issu aussi de ces algos de scientométrie, pas de scientologie, de scientométrie. Et donc c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Tous ces éléments-là, les faits scientifiques, tout ce qui émerge, les innovations techniques, eh bien tous ces auteurs-là ont été capables de les tracer. C'est-à-dire des phénomènes qui ne sont ni liés aux structures, ni liés seulement à quelques stratèges géniaux. Ce sont des phénomènes qui émergent d'une activité collective et ça demande justement d'autres types d'analyse des traces. Donc le big data et le machine learning sont l'environnement technique et calculatoire qui va permettre de traiter tout cela dans une nouvelle époque de quantification. Et on peut du coup corréler toutes les dimensions, toutes les variables, à condition d'avoir effectivement un grand volume d'observations, ce qui fait une des conditions du big data et ce qui limite aussi d'ailleurs l'exploitation de toutes ces technologies. Quand nous, en sciences sociales, on a l'habitude de faire des petits échantillons, oui, là, ça ne suffira pas. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que dans cette opération, ce qui agit, eh bien, ce sont les idées, les contenus, les indices, tout ce qui circule, et tout cela qui nous fait réagir. C'est-à-dire que nous ne sommes plus aux commandes d'une certaine façon, et là c'est un peu je prends le contre-pied de ce qui a été dit dans la conférence précédente, c'est-à-dire l'acheteur n'est pas aux commandes, il est aussi aux commandes, à certains moments, pour certaines parties bien entendu, mais là en l'occurrence nous finissons par être agis par ces contenus, et c'est cette hypothèse-là qui, à mon avis, doit nous guider pour comprendre ce qui est en jeu actuellement dans tous les phénomènes de viralité d'une part, ou de propagation mémétique d'un contenu. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, il ne faut pas oublier que précisément, toutes ces mesures, elles dépendent largement des plateformes.
Les plateformes qu'on dit GAFA, auxquelles je rajoute Microsoft depuis qu'il a acheté LinkedIn, il n'était pas plateforme avant, il est devenu plateforme, et vous voyez la force de LinkedIn et de la façon dont il se développe désormais, et Twitter, avec sa faiblesse capitalistique, j'allais dire, mais en même temps son effet social absolument majeur de ce point de vue-là. Autant, effectivement, les recensements auparavant dépendaient des États, autant les sondages pouvaient dépendre effectivement des instituts de sondage et des médias. En réalité, cette collecte de traces, désormais, elle dépend totalement de ces plateformes puissantes, donc qui, elles, vont les créer d'une certaine façon, puisque ce sont leurs indicateurs. Un like, ça n'existe pas en dehors de Facebook. Ben, ce sont elles qui les créent, ce sont elles qui les captent, ce sont elles aussi qui les commercialisent, comme vous le savez bien, mais aussi celles qui les analysent, qui ont les capacités d'analyse. C'est pour ça que j'évoquais ça tout à l'heure avec les auteurs de Facebook. C'est-à-dire qu'il n'y a, comme ils nous empêchent d'y accéder en tant que chercheurs, donc ils sont effectivement les seuls à avoir réellement la capacité à traiter ça avec les techniques les plus puissantes en machine learning. Mais qui a une responsabilité éditoriale? Personne. Vous savez, tous les débats qu'on a actuellement, c'est toujours les autres. Et Facebook, d'ailleurs, a fait marche arrière. Il est en train de refuser d'être un média, en assumant les responsabilités éditoriales, pour revenir à ses fonctions de réseau social. C'est le diagnostic que je fais du mouvement de Zuckerberg au début de l'année. Donc cette évolution-là, elle est quand même importante. Je passe sur... Non, je voulais juste en profiter pour vous donner aussi un aperçu de la façon dont les générations que j'évoque là, eh bien, elles sont mises en œuvre différemment selon les plateformes. Il y a une forme de division du travail, j'allais dire, entre les plateformes. Google et Facebook, en réalité, ce sont des plateformes qui vont capter toutes vos traces d'identité et qui sont en train de devenir notre état civil numérique. Imaginez un peu les conséquences. C'est-à-dire c'est eux qui agrègent tout un tas de données les plus fiables du point de vue même de ce qu'on pourrait imaginer dans un état civil, et avec tous les comptes et l'environnement qui existent, toutes les applications qui peuvent exister. Et de fait, quand on commence à accepter de se connecter ailleurs avec un compte Facebook ou avec un compte Google, eh bien, on se retrouve dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on utilise le passeport Google ou Facebook pour se connecter ailleurs. Et ça, c'est considérable comme évolution. Du coup, c'est eux qui savent nous positionner dans une structure sociale d'une certaine façon. Microsoft le fait aussi dans notre réseau professionnel, etc. Ce n'est pas la même chose qu'Apple et Amazon de ce point de vue, parce qu'Apple et Amazon, ils se focalisent beaucoup plus sur les goûts, sur les préférences, et ils savent du coup nous attacher à des influences diverses et nous relier à des communautés et nous faire les recommandations qui vont bien avec cela. On a évoqué tout à l'heure Spotify, etc. Donc les plus petites plateformes font aussi la même chose, et ils n'ont pas forcément besoin d'avoir l'ensemble de nos données à caractère sociodémographique. Ce n'est pas très grave, ce sont les goûts qui comptent. Évidemment, du point de vue des marques, c'est très très important. Quelquefois, c'est peut-être plus important ou plus monétisable, j'allais dire. Mais il n'empêche que c'est quelque chose où il y a une division du travail. On est plutôt dans la deuxième génération, celle qui repose sur nos préférences, sur nos goûts, sur nos stratégies, etc. Et puis le dernier, Twitter, eh bien, il capte les traces à haute fréquence, il capte les réplications, il les génère même. En seul fait de créer le bouton retweet en 2011, eh bien, on crée une machine à réplication, une machine à viralité qui est absolument phénoménale et qui a des effets d'ailleurs, y compris politiques, vous le voyez bien désormais, quoi. Tout cela génère, si vous voulez, un climat, du point de vue de Twitter, un climat attentionnel particulier, puisque nous sommes bien dans l'économie de l'attention. Quand on parle d'inbound marketing, il faut toujours garder ça en tête, c'est quand même que du coup, c'est l'attention que nous cherchons à capter. Et il y a une compétition féroce pour cette attention, et il y a des types d'attention. Celle que Twitter capte, effectivement, c'est celle qui est basée sur ce régime, ce que j'appelle le régime de l'alerte, c'est-à-dire cette réactivité permanente où on aime, y compris on aime ça, cette urgence dans laquelle nous sommes, eh bien oui, nous aimons pouvoir être alertés et avoir l'impression d'être en prise sur le mouvement du monde, etc. C'est quelquefois un peu contradictoire avec les stratégies d'inbound marketing, qui effectivement vont plutôt insister sur la qualité du contenu et sur l'attractivité qui lui est propre. Et pourtant, cette viralité-là, effectivement, vous allez le voir, a un lien aussi pour faire en sorte que ces contenus nous traversent, nous consommateurs, j'allais dire, et donc à partir de ce moment-là, il y a une correspondance avec cette troisième génération. Alors du point de vue du marketing research, effectivement, en troisième génération, eh bien, on voit bien qu'on s'est focalisé beaucoup actuellement sur la réputation, sur les marques et les communautés qu'on peut animer autour, avec toutes les technologies du social listening, qui va donc se focaliser sur le suivi de ces réputations, sur cette réactivité qui est permise par toutes ces plateformes. Et en réalité, c'est quelque chose qui nous situe dans une
une longueur d'onde très différente. Nous sommes bien dans la haute fréquence. Hein, et ça ne disqualifie pas les autres, évidemment. Ça a tendance à les occulter quelquefois, ou ça occupe notre attention tellement qu'on oublie qu'il y a aussi d'autres phénomènes. Et il ne faut pas non plus prétendre expliquer des phénomènes de transformation de longue durée avec des phénomènes de haute fréquence. Il ne faut pas tout mélanger. Donc mon souci, ce sera celui-là, ne pas tout mélanger et bien savoir dans quelle génération on se situe, et pour autant sans disqualifier les autres. C'est très important aussi d'avoir cette tolérance, c'est pas un problème de tolérance, c'est un problème de lucidité sur les types de méthodes qu'on applique qui traitent des données et des entités différentes. Celle-ci, je vais passer. Et si vous voulez, le point important, c'est qu'au bout du compte, tout cela nous permet de prendre en compte la capacité d'action des contenus eux-mêmes. Et là, on n'est plus précisément dans l'idée de la réputation seulement, qui agrège tout cela avec une réactivité extrême, mais c'est le fait qu'il y a des contenus qui nous agissent, qui nous traversent, et tout précisément, il faut en rendre compte sous la forme d'une théorie de réplication. C'est ce que j'utilise ce concept-là pour regrouper tous ces phénomènes-là. Ces contenus-là nous traversent, nous cherchent d'une certaine façon, et c'est exactement ce qu'on fait dans l'inbound marketing, c'est effectivement, on fait en sorte que les contenus vont chercher, attirent des lecteurs, des futurs acheteurs, etc. Et cette viralité, cette propagation mimétique, elles sont effectivement essentielles, même si elles ne sont pas limitées à la haute fréquence, comme on le voit notamment pour un certain nombre de stratégies de inbound marketing. Alors comment en vient-on effectivement à l'inbound marketing lui-même? Eh bien, il faut admettre qu'il a aussi trois générations, d'une certaine façon. Il a aussi trois générations. On l'a vu très souvent dans la littérature, dans les expériences qui sont racontées. On a une tendance très importante à se focaliser sur les personas, sur donc des positions sociales a priori qu'on définirait sur les acheteurs potentiels, sur les contacts qu'on veut avoir. Tout cela, c'est quelque chose qui, évidemment, n'est pas faux. Hein, mais en même temps, on montre qu'on n'a pas forcément pris en compte la dimension du contenu. Ou sur les leads, on peut essayer de viser tout cela. On est dans une nouvelle version de la segmentation ou des influenceurs selon le type de leads qu'on veut chercher, etc. Mais l'important pour moi, c'est effectivement qu'il faut aussi, surtout dans l'inbound marketing, essayer de travailler sur ces capacités d'agir du contenu. Et ce n'est pas seulement la 25e version d'un livre blanc qu'on vous fait circuler ou qui cherche à vous attirer, ce n'est pas cela qui suffit, si vous voulez. Il va falloir être capable de justement lui trouver des propriétés, et ces capacités d'attraction vont être très, très importantes. Ces qualités-là ne sont pas intrinsèques, elles ne vont pas de soi, si vous voulez, il faut les travailler. Il n'y a pas des recettes non plus a priori. Effectivement, ça dépend bien entendu d'un public et des stratégies qu'on peut avoir, mais il faut aussi prendre au sérieux la façon dont on compose les propriétés sémiotiques, leur capacité à capter l'attention, les propriétés sémiotiques de ces supports et de ces contenus. Il doit avant tout il doit faire une différence, hein, puisque dans ce monde de captation de l'attention et de rareté de l'attention, il faut effectivement être capable de faire une différence. Et tout ce qui est de l'ordre du copycat, où je refais la énième version des recettes ou du livre blanc, comme je le disais, ça ne suffira pas. Et il doit être attractif, donc ça veut dire que sa forme elle-même doit être attirante et doit générer aussi une forme de réplication. Alors ce n'est donc pas un funnel de plus, pas seulement un funnel de plus, où effectivement on sait d'avance où on arrive, qui est en réalité une forme nouvelle de la balistique que j'évoquais précédemment sur la segmentation. Le contenu doit être attractif effectivement dans ses visuels, dans sa rédaction, dans son contrat d'interlocution, comme on dit, c'est-à-dire quel est le statut que vous donnez à l'interlocuteur? Est-ce qu'il sent qu'il est une cible seulement, ou est-ce qu'en réalité vous sentez qu'il peut y contribuer d'une part, ou qu'il a sa capacité à se l'approprier avec ses propres expertises, ses propres expériences? Et là, c'est le cas, par exemple, de solutions effectivement, qui s'adressent à des experts, donc il y a moins de viralité que d'attractivité, hein, donc de marketing entrant au sens strict du terme, mais aussi on peut aussi favoriser dans le même temps des dimensions virales qui vont jouer, par exemple, sur des moins experts, sur des contenus qui vont avoir des caractéristiques moins expertes et qui pourtant vont avoir une capacité de générer de la viralité et avec un contenu de qualité où on raconte des histoires. Donc le storytelling, ce n'est pas seulement une mode là aussi, c'est quelque chose qui va aider à créer des attachements à des personnages, à des situations, et puis à la marque indirectement, si on ne veut pas être directement à tout prix brandé dès le départ, quoi.
Et tout cela, si vous voulez, ça nous oblige effectivement à ne pas traiter seulement les contenus que l'on a comme des baits, comme appât, disons, pour des leads. Il faut, si on fait ça, c'est quelque chose qui sera très rapidement disqualifié, qui place justement le lecteur, qui le sent, qui le place directement en position de cible, et non pas de décideur. Donc pour ça, paradoxalement, il va falloir accepter aussi que le contenu nous échappe. Si on considère que la génération que j'ai évoquée et que l'inbound marketing fait partie de cette génération-là, où le contenu circule et que c'est cette capacité d'attractivité des contenus et de circulation des contenus qui crée une nouvelle agency, qui a un nouveau pouvoir, qui n'élimine pas les précédents, eh bien, si on se focalise sur cet aspect-là, eh bien, il va falloir admettre aussi que quelquefois, le contenu nous échappe, que le message vit sa vie, qu'il est reproduit, qu'il est repris, rediffusé éventuellement, et du coup, ça veut dire que ce n'est pas à tout prix brandé. C'est pas à tout prix brandé. En revanche, c'est intéressant qu'il soit sourcé, qu'on soit capable de repérer d'où ça vient, etc. Donc tous ces éléments-là constituent effectivement une forme de modestie, j'allais dire, sur la capacité à orienter une stratégie dans ce domaine-là. Le mieux que l'on puisse faire, effectivement, c'est de s'assurer que ce que l'on vise, ce que l'on produit comme contenu, ait réellement ces qualités de différenciation, d'une part, et d'attractivité, d'autre part. Et donc, il va falloir accepter ce pouvoir d'agir des entités qui circulent, des messages, des idées, des contenus. Ça veut dire que l'acheteur n'est pas tout puissant. D'ailleurs, Steve Jobs disait jamais que l'acheteur était tout puissant. Hein. Il disait au contraire, je vais lui dire moi ce qu'il veut. Hein. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même stratégie. En revanche, ici, ça ne veut pas dire non plus que du coup le contenu fait tout, évidemment. Hein. Mais le contenu, ici, dans ce cas-là, nous agit. Et c'est cette capacité du design de contenu qui est important et qui donne aux concepteurs, aux designers, une marge de manœuvre très très importante et qui mérite une attention particulière. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir suivre à la trace désormais tout ce pouvoir d'agir, toute cette agency, et on va pouvoir concevoir les messages en fonction de ces objectifs. Donc l'important, c'est de ne pas considérer l'inbound marketing comme une nouvelle recette qui serait en fait subordonnée au ciblage ou aux influenceurs, et de comprendre que les mécanismes de propagation des réseaux sociaux donnent naissance en réalité à une nouvelle époque de quantification dont fait partie l'inbound marketing et qu'il convient d'étudier plus finement. Si vous voulez exploiter un certain nombre de travaux qui permettent d'entrer dans ces questions-là, effectivement, il y a une référence un peu plus sophistiquée sur le plan technique qui est sur l'opinion mining et le sentiment analysis, qui est en open edition. Une discussion plus académique que vous trouverez sur un blog que je tiens en permanence sur le sujet des sciences sociales de troisième génération, et puis un ouvrage de synthèse sur sociaux du numérique, et tout le reste se trouve dans mon blog boulier.bzh, dans mon site boulier.bzh. Vous voyez qu'il y a clairement une connexion bretonne dans cette affaire. Je vous remercie de votre attention.